Bonsoir à tous. Dans une économie de la culture largement dominée par l'action des décideurs publics, l'entrepreneuriat culturel a longtemps été vu et vécu comme une incongruité, voire même un dévoiement de l'activité créatrice. Et pourtant, l'entrepreneuriat culturel est au croisement de la créativité et du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, en pleine croissance, l'entrepreneuriat culturel vise à appliquer les méthodes classiques de l'entrepreneuriat au marché très spécifique de la culture. Voilà plutôt ainsi libellé le sujet qui nous réunit ce soir. Pour échanger autour de la question, je reçois pour vous Donatien Gaglozon. Il est ingénieur des industries culturelles et créatives. Bonjour Donatien. Bonjour monsieur le journaliste. Alors de façon basique, c'est vrai que je l'ai dit à l'entame dans mon introduction, de façon basique, qu'est-ce qu'on peut comprendre par entrepreneuriat culturel? L'entrepreneuriat culturel, c'est une ouverture pour l'économie de la culture, pour faire simple. C'est-à-dire, c'est un fondateur d'une personne morale qui est inscrit au registre du commerce, mais qui commercialise un produit ou un service culturel pour faire du profit, pour se faire de l'argent. Ok, je vois. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à l'entrepreneuriat culturel. Et donc, si je comprends bien, cela s'inscrit dans la lignée d'un intérêt croissant pour la dimension économique de la culture. Exactement, exactement. Et donc, il faut que les acteurs culturels puissent se l'approprier, puissent avoir des initiatives. Il faut qu'ils puissent travailler au jour le jour pour avoir des initiatives, en plus d'être des dynamiques au sein de leur territoire. Alors, est-ce qu'on peut dire, ou plutôt, il se pose une question, est-ce qu'un entrepreneur culturel est un entrepreneur comme tout entrepreneur? C'est très difficile. Oui. C'est très difficile. L'entrepreneur culturel, lui, il vit sur des risques. Comme on le sait, c'est un métier à risque. Il obéit suivant une logique d'incertitude. Oui, mais c'est le cas de tous les entrepreneurs. Quand on investit dans un domaine, on est souvent assujetti à ces risques-là. À ces risques, mais en même temps, pour lui, c'est que c'est l'incertitude. Il ne sait pas si ce produit culturel, étant donné que les gens ne connaissent pas correctement le secteur de la culture, parce que quand vous allez peut-être au niveau des opérateurs économiques, par exemple, pour leur dire j'ai une initiative comme ça, et que aidez-moi, subventionnez-moi, ils vont vous dire déjà que ils ne voient pas l'intérêt. Merci. Ils ne voient pas l'importance de ce produit. Et donc, l'entrepreneur culturel, lui, au-delà de tout ce qu'on dit, lui doit se doter de ce pouvoir intellectuel, de cette force mentale pour quand même arriver à devenir un entrepreneur culturel bon teint. Mais c'est très difficile de dire qu'on peut être entrepreneur culturel et s'allier comme les autres entreprises culturelles. C'est très difficile. Alors, qui peut être entrepreneur culturel? Celui qui peut être entrepreneur culturel, les artistes, les artisans, les hommes de théâtre, le secteur du cinéma, le secteur de l'audiovisuel. À cela s'ajoute le design, qui sont dans les métiers de la créativité, parce que c'est là en réalité qu'on a l'économie de la culture. Au niveau des musées aussi, on peut aller vers l'entrepreneuriat culturel avec le patrimoine, avec les sites touristiques que nous avons un peu. Et puis le livre aussi, on peut s'inscrire dans les dynamiques du livre, et puis voilà. Donc en général, tout être qui a envie de faire un métier, surtout dans les filières du secteur de la culture, il peut se prétendre entrer dans l'entrepreneuriat culturel. Alors pour moi qui suis un journaliste qui s'intéresse aux questions culturelles, est-ce que je peux prétendre être un entrepreneur culturel? Exactement, vous êtes en plein dans les secteurs d'entrepreneuriat culturel, parce que cette émission, par exemple, que vous organisez, il y a combien de personnes qui suivent cette émission déjà? Dès lors que vous l'avez, si vous le publiez sur vos sites internet, si vous publiez le nombre de personnes, parce que nous pouvons avoir plusieurs personnes qui suivent une émission, et après vous augmentez le taux d'audience, et déjà vous faites une économie au sein de la maison. Et donc le journaliste même, nous sommes dans les métiers de l'audiovisuel, et donc vous êtes tout à fait un entrepreneur bon teint. Et en plus, cette émission que vous organisez déjà, qui est tout à fait dans ce cadre. On est tout à fait dans ce cadre, c'est une idée géniale. Et donc vous ajoutez en plus ce que nous appelons l'innovation, qui est
une technique des entrepreneurs culturels. Donc l'entrepreneur culturel doit savoir allier logique artistique et logique économique. Merci. Et nous sommes dans des thématiques de fiabilité qui permet à ce que cette idée, est-ce qu'elle est fiable, est-ce qu'elle permet une durabilité, est-ce que quand on crée cette idée maintenant, cette initiative, est-ce qu'on peut en vivre pendant 10 ans, pendant 15 ans? Ça, c'est de la fiabilité. Et après, il y a la viabilité économique. Absolument. La viabilité économique, c'est elle qui permet de dire, nous avons une soutenabilité économique de ces activités-là. Et donc, l'entrepreneur culturel, il vit sur ces deux principes, à savoir la fiabilité et la viabilité économique des initiatives entrepreneuriales. Alors, quand l'entrepreneur culturel commence à réfléchir sur la viabilité économique, que devient alors l'identité créative? En ce moment-là, il n'y a plus de créativité. Il y a énormément de créativité. Parce que quand il commence à réfléchir à ça, c'est dit, je prends par exemple le tissu que vous avez porté, par exemple, le boba que vous avez porté, par exemple. Vous voyez ce mélange qui se crée déjà. Quand moi j'ai vu ça, ça me plaît déjà. Alors, je vais tasser le coup, forcément. Et donc, je crée de petits business autour. Et donc, je dis, il y a ce mélange-là que le bomba qui est simple il y a 10 ans, ça se confectionne de cette manière aujourd'hui. Et les jeunes, ils voient ça, ils sont très intéressés par rapport, ils y vont. Et c'est ça qui donne plus de créativité. Vous allez voir, autant de tailleurs aujourd'hui, ils en créent tellement, énormément de modèles. Et ça devient très intéressant pour nous. Et c'est ça qui fait plus la dynamique économique, la créativité autour du secteur de la culture et des arts. C'est tellement mignon. Quand on prend aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de fêter la Saint-Valentin. Oui. Vous voyez combien de dynamique il y a autour de ça. On voit les gens de trucs là, les t-shirts que les gens ils font, ils y mettent une touche. Il y a des gens qui prennent vos photos, ils y mettent une touche. Chacun a envie d'ajouter un plus. La créativité. Et donc la créativité, c'est même la base de l'économie de la culture. Absolument. Et donc quand vous dites qu'il y a un frein, il n'y aura pas un frein, on va continuer à augmenter l'économie. Mais là où le problème il se pose, c'est que quand ils font ça, est-ce qu'ils créent réellement les impôts? Est-ce qu'ils payent réellement les impôts? C'est là le problème. C'est pourquoi les gens ne nous considèrent pas. Oui, mais quand c'est une entreprise culturelle, forcément, elle a un registre de commerce. Elle a un registre de commerce, mais il y en a qui ne respectent pas ça. Et donc, c'est ça qui fait qu'on dit, bon, vous, dans le secteur de la culture, ça, non, on ne vous reconnaît pas. Ça ne rapporte rien à l'État. Merci. Or, en bon temps, quand vous faites une activité génératrice de revenus, payez des impôts. Absolument. Si vous payez les gens, on va voir que le secteur de la culture cette année a produit tel nombre de revenus, tel nombre de richesses, et l'État peut continuer, pas l'État, les élus locaux, parce que nous sommes au niveau des territoires, ils peuvent quand même dire, il y a quand même une richesse, il y a quand même une économie. Est-ce qu'il ne faut pas leur reverser ça? Est-ce qu'il ne faut pas investir ça dans d'autres trucs? Et puis on va dire, le secteur de la culture, il crée réellement de la valeur. Alors l'artiste, le créateur, peut-il encore être un entrepreneur culturel? Le créateur peut ou non être un entrepreneur. Ce qui serait conseillé, c'est de ne pas l'être. Le créateur doit rester créateur. Le créateur doit rester créateur, mais dès lors qu'il crée, il a déjà le feeling, il a déjà l'imaginaire, il a déjà l'idée d'être un entrepreneur culturel. Oui. Alors, on sait que pour rentabiliser, il faut forcément qu'il commence à chercher d'autres débouchés. Quand il commence à viser d'autres débouchés, il n'est plus dans la créativité. Exactement, ça tue la créativité. Exactement. C'est pourquoi il y a des métiers, il y a des filières, il y a des managers qui sont là pour aller chercher les marchés. Et toi, tu n'es que dans la créativité. Voilà. Et c'est ça que les pays, par exemple, en France, ça se fait. Il y a beaucoup de pays qui respectent ça. Chacun est dans ses filières. Et ça crée une certaine, on va dire, la chaîne de valeur. Absolument. La chaîne de valeur de cette filière. Ça s'organise et on voit la rentabilité économique de ce produit culturel. Mais si c'est toi seul, tu dois être à la fois créateur, à la fois chercheur de marché, à la fois... Ça pose un problème. Ça pose un problème. Et c'est ça notre problème ici au Bénin. Je le souligne. Justement, au Bénin, il n'y a certainement pas assez d'entrepreneurs culturels. Et non. Est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs culturels? Nous confondons. Okay. Il y a une confusion énorme entre l'entrepreneur culturel, entre le créateur, comme on vient de le dire, entre les managers, comme on vient de le dire. Et donc, c'est informer cette couche peut-être
quitte à ce que chacun puisse rester dans son couloir et travailler réellement pour une économie. Parce que nous sommes dans une chaîne de valeur qui répond à la création, production, diffusion, commercialisation, pour quand même créer de la valeur. Et donc, si une ou deux personnes font ce boulot, ça ne crée pas réellement de la valeur. Et donc, ce que moi je propose pour cette question, c'est que chacun reste dans son couloir, mais il faut quand même s'informer. S'informer aussi, aller se faire former aussi. Justement, parlant de se faire former, est-ce qu'il existe des écoles au Bénin, par exemple, pour se former en entrepreneuriat culturel? Il n'y en a pas trop. Il y a l'université d'Abomey Calavi, on a l'IMNA qui est là, que les gens ne reconnaissent pas en tant qu'école pour pouvoir former les... Alors, dans ce cas, ça veut dire que la plupart des entrepreneurs culturels qui existent, ou du moins qui essaient d'exister au Bénin, ont une formation sur le tas. Exactement. Ils n'ont pas toutes les notions qu'il faut. Exactement. Ils ont une formation sur le tas, chacun y allait de son plein gré. Et voilà, je veux me faire de l'argent. Et puis voilà. Maintenant, il y a cette histoire des différents fonds qui sont créés au niveau du tourisme, au niveau du sport, au niveau de la culture. Et on essaie autant que possible de piocher sa part. Merci. De piocher sa part pour quand même devenir entrepreneur culturel. Parce que quand tu crées déjà un spectacle à base du Fonds des arts et la culture, on dit, moi, je suis dans l'entrepreneuriat culturel, je crée tout le temps, je suis sans... Et non, c'est un problème majeur. Il faut quand même que ces différents fonds qui sont créés puissent recentrer un peu les choses, parce que celui à qui vous donnez de l'argent, il faut qu'il vous produise le récépissé de son association ou de son entreprise. Il faut voir d'abord s'il est enregistré au registre du commerce, s'il paie ses impôts, il respecte ces choses-là. Et au deuxième niveau, vous lui accordez le financement, mais chaque personne qu'il engage dans son projet, il faut qu'il déclare ces personnes au niveau de la Caisse nationale d'épargne, parce que c'est quand même là qu'on saura après si ça a généré des revenus ou non. Et donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut faire. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on était en train de dire, est-ce que l'entrepreneur culturel, il peut faire comme les entrepreneurs, eux, ils ne respectent pas ça. Or, les autres entrepreneurs, ils respectent ça. Ils sont enregistrés, ils déclarent les gens normalement, et puis voilà. Oh non, étant au niveau du secteur du théâtre, des arts. Mais n'est-ce pas aussi parce que c'est un secteur qui est souvent délaissé, un secteur qui ne reçoit pas souvent assez de moyens. C'est ça qui fait que les gens ont du mal à se déclarer officiellement. Exactement. Le secteur ne reçoit pas assez de moyens, mais il faut noter qu'il y a des efforts qui se font au niveau du gouvernement. Il y a plein d'efforts qui se font, mais il faut que les artistes aussi, les acteurs aussi puissent avoir la conscience de dire ce que nous faisons, c'est pas bien. Il faut quand même se mettre au pas. Il faut se mettre au pas. Alors, allons à présent dans les collectivités, les territoires qui sont censés être les tout premiers à recevoir les acteurs culturels, à ressentir l'impact de l'entrepreneuriat culturel, parce que c'est de là qu'il faut commencer à agir. Alors, parlons justement de ces territoires-là. Comment peut se traduire l'entrepreneuriat culturel dans les communes, dans les territoires? Dans les territoires. Il faudrait quand même que les acteurs culturels qu'il y a au sein de ces territoires puissent organiser des activités, se faire reconnaître au niveau des élus locaux, que ces élus locaux, dès qu'ils ont des activités, des séminaires, des rencontres, invitent ces acteurs culturels pour créer la complicité entre eux. Et après, nous avons ce truc-là que les gens n'utilisent pas forcément, les jumelages. Les jumelages entre les villes et les collectivités territoriales. C'est un couloir d'économie de la culture que même les professionnels de la culture n'utilisent pas. Parce que ce que nous disons, c'est que quand vous êtes en complicité avec votre mairie ou vos élus locaux et que vous créez des spectacles, vous pouvez aller jouer de l'autre côté, dans d'autres communes, en jumelage avec vous. Dès que vous finissez de jouer, par exemple, ce que vous récoltez comme financement, vous pouvez venir au pays, créer d'autres business avec, créer ou bien donner quelque chose en termes de participation à la commune. Et c'est là que la commune sait qu'elle fait quelque chose pour vous. Mais si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas dans les dynamiques économiques au sein de votre territoire. Et on ne vous reconnaît pas, vous faites les trucs, les choses, vous créez des activités comme ça. Et donc, il n'y a pas une certaine complicité
entre vous et puis les gens de la mairie. Et il se pose un souci d'économie de la culture au sein des territoires. Et c'est pourquoi moi, je me permets de dire que les territoires doivent être les sources d'une économie locale durable. En quoi faisant? En quoi faisant, c'est dit il faut créer ce réseau entre les élus locaux, entre les mairies et les artistes. Alors, on sait qu'aujourd'hui, l'intercommunalité existe au Bénin. L'intercommunalité agit déjà au Bénin. Il y a des programmes de jumelage avec d'autres communes de l'extérieur. Oui. Alors, est-ce à dire que les acteurs, ou plutôt les élus locaux, ne ressentent pas la nécessité d'impliquer les acteurs culturels dans ces jumelages-là? Exactement. Est-ce qu'ils ne ressentent pas? Non. C'est-à-dire que ce sont les artistes qui ne veulent pas aller vers eux. Les artistes ne vont pas, ils ne savent pas qu'il y a une mine d'or. C'est pourquoi il faut les informer. C'est pourquoi ce plateau qui est né, moi, ça me réjouit d'en parler, pour qu'on puisse désengorger un peu le Fonds des arts et la culture et que les gens puissent créer au sein de leur territoire et qu'ils puissent avoir de vraies dynamiques. Et que le fonds puisse venir en appui avec la complicité des élus locaux seulement. Pour quand même qu'on dise, ah, ces structures, on reconnaît ces activités au sein de ce territoire, ils font de bons boulots, ils font de bon travail, on pourrait quand même les accompagner. Mais si c'est des gens qui se lèvent et qui viennent s'allonger au niveau des fonds, des trucs comme ça, pour recevoir des miettes, et puis voilà, moi, c'est pas très... Ça ne rentre pas dans une logique. Le travail doit se faire à quel niveau? Au niveau des artistes aujourd'hui, au niveau des entrepreneurs culturels, au niveau des élus locaux. Voilà, au niveau des élus locaux et au niveau surtout des fondations. Les fondations aussi financent les arts et la culture. Mais parce que les artistes, ils ne savent pas produire et la richesse au fait. Parce que quand vous voulez créer une pièce de théâtre et que vous créez des pièces qui n'ont aucun lien avec le territoire, qui n'ont aucun lien avec les gens. Si vous venez leur parler tout le temps de Shakespeare, oh, la population comprend le fond, il comprend le miracle, et que vous venez, vous mettez votre plateau pour faire Shakespeare, ils vont dormir. Ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien comprendre. Or, nos créations artistiques ne rentrent pas dans cette... doivent répondre à la nécessité, de la population. Alors, ce qu'on ne dit pas, ou plutôt ce qu'on n'a pas dit sur ce plateau, c'est que vous êtes également comédien. Exactement. Et avant d'être ingénieur, vous étiez sur plusieurs plateaux où vous avez fait des scènes. On vous a vu parcourir un peu l'Afrique dans un théâtre, je ne me rappelle plus exactement de quoi il s'agit. La tragédie du roi Christophe. Voilà, exactement. On vous a vu parcourir l'Afrique à cet effet. L'expérience-là que vous avez vécue, comment l'avez-vous vécue? Je l'ai vécu très bien parce qu'il faut remercier le travail de ce metteur en scène qui fait un travail magnifique parce qu'il allie le classique et le moderne. Le moderne, voilà. Pour quand même en faire quelque chose d'original. Et c'est ça la créativité. C'est dit, on a nos rythmes, on a notre culture, mais on se base du texte que Aimé Césaire a écrit. Voilà. Et donc, c'est cette originalité que lui écrit, c'est ça qui donne plus de vie. Et la population se retrouve dedans. Quand vous êtes en train de parler le français, qu'à un moment donné, vous mettez une chanson, par exemple, une chanson de cette culture, la population se dit, mettons lié doit aider. C'est ça. Les gens se retrouvent à travers ça. Et donc, moi, c'était une très belle expérience parce qu'il y avait ces chants-là, il y avait cette culture-là, une culture haïtienne, une culture béninoise qui s'entremêlent pour en faire une seule culture. On renoue un peu avec ses origines, voilà. ses racines et ses origines. Et donc, c'est ce à quoi devaient aller les créations artistiques. Il ne faut plus créer comme il y a 200 ans où on parle français jusqu'à la fin. La population... Les gens ne sont plus accros à ça. Non, du tout. Il faut aller au sein des territoires. Il y a un truc qui marche très bien aujourd'hui, ce sont les théâtres forums. Les théâtres forums. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Le théâtre forum, par exemple, c'est une pièce de théâtre que les gens y créent. Ils créent à partir des histoires que les gens y vivent. Par exemple, ce sont les gens de la santé qui le font correctement aujourd'hui. Ils vous font des commandes, vous leur écrivez, vous leur faites des offres techniques et financières. Vous faites ça et après, vous tournez dans pas mal de départements. J'ai participé à ça la dernière fois et je dis ce théâtre, il est plus logique que le théâtre classique parce qu'il y a une économie du théâtre qui se crée. Alors, est-ce que et c'est ça qui a fait ouvert, par exemple,
le théâtre de Ouagadougou, par exemple, avec Prosper Compaoré. C'est des gens qui ont développé le théâtre et forum. Ils ont construit beaucoup de théâtres après. Et Jean-Pierre Guingané, c'est des gens qui ont développé pas mal de théâtre. Et donc, pour créer, au niveau du théâtre, pour avoir une économie du théâtre, il faut aller vers le théâtre forum. Il faut aller voir les populations. Mais est-ce que les populations s'intéressent aussi au spectacle qu'on vient leur offrir? Est-ce qu'ils sont naturellement, ils viennent de venir automatiquement, de sortir, même si c'est 100 francs, 200 francs pour venir assister? Ils ne feront pas ça. Parce que l'éducation artistique et culturelle a perdu son sens. Oui. C'est une question d'éducation artistique et culturelle. Nous devons retourner à l'éducation artistique et culturelle. Dans nos établissements, ça se meurt. Et c'est pourquoi je remercie l'État qui est en train de mettre en place les classes culturelles. Les classes culturelles, tout à fait. C'est très intéressant de repartir à la base, de donner cette envie à l'enfant pour qu'il sache que les arts, le théâtre constituent une partie de sa vie et devait lui permettre d'avoir une carrière aussi. Et donc, il faut miser plus sur l'éducation artistique et culturelle, à la base déjà, et après, leur donner le goût et ils viendront suivre du théâtre facilement. Facilement. Ils ne se sentiront pas, pas cela comme n'étant pas, ne faisant pas partie de leur culture. Merci, merci. Et donc il faut quand même travailler à l'éducation artistique et culturelle et voilà. Et après, on va voir ce que ça va donner. On remercie beaucoup l'État qui est en train de travailler à ça. Au-delà de cet aspect, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour lever les freins à l'entrepreneuriat culturel? Ce qu'il faut faire, c'est de former. C'est de former sérieusement au sein des territoires. Nous avons 77 communes. Je demanderai au ministère de la Culture, aux directeurs départementaux, de travailler sérieusement à recenser ce qui crée au moins des dynamiques au sein de la culture et des arts. Les recenser d'abord. Les recenser d'abord. On finit de les recenser, il faut les former, il faut les outiller réellement sur des dynamiques. Quand on aurait fini de les outiller, il faut leur permettre d'accéder à des sources de financement. La recherche de financement, ça fait partie de l'entrepreneuriat culturel. Si vous n'êtes pas dans des dynamiques de recherche de financement, vous ne pouvez pas à long terme dire que vous vivez du secteur. La recherche de financement, c'est une partie de l'entrepreneuriat. Une grosse partie de l'entrepreneuriat culturel. Et donc, quand on a fini de les former, il faut leur donner le b.a.-ba de la recherche de financement qui répond à trois logiques, à savoir l'observation, l'identification et la négociation. La recherche de financement elle répond à ces trois logiques. Et donc, c'est de leur donner le background nécessaire pour qu'ils soient dopés et qu'ils aient une force mentale. La force mentale des entrepreneurs culturels, elle est très primordiale. Très primordiale. Et donc, voilà des atouts qu'il faut, mais il faut aller à la base. Nous continuerons à le dire. Vous mettez l'accent là-dessus. Oui. La nécessité d'aller à la base. Nécessité d'aller à la base. Nécessité. Parce que Cotonou, il faut désengorger Cotonou. Oui. Il faut que chacun aille au sein de ces territoires pour aller travailler réellement pour qu'on ressente l'économie de la culture. Mais quand on sait que le gouvernement actuel fait beaucoup d'efforts dans le secteur de la culture. Et du tourisme d'ailleurs. Voilà, il faut en plus les encourager à toucher le Béninois au plus profond de sa localité. Exactement. Il faut quand même, et il faut que des émissions du genre puissent naître énormément, se multiplient énormément pour qu'on en parle, parce qu'il n'y a que vous qui êtes nos relais par rapport à l'administration, par rapport à l'État, pour qu'ils puissent toucher du bout du doigt pour dire il faut quand même aller au sein des territoires pour quand même réussir l'entrepreneuriat culturel au sein des territoires, puisque les territoires doivent être des sources d'une économie locale durable. C'est là-dessus que va prendre fin cet entretien. Oh là là. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Le temps passe très vite. Merci à vous, Donatien Glozo. Je rappelle que vous êtes ingénieur des industries culturelles et créatives. Merci d'être passé sur ce plateau. Et ce sera donc tout pour l'entretien de ce soir. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.